Notre invité du jour, la star du jour, bonjour Lé. Alors, Lé Nguyen Wang, bonjour. Quel âge vous? J'ai 31 ans. 31 ans, oui, vous avez tout de suite connu les kilo-octets, ça vous dit rien, les méga-octets, oui. Si, j'ai connu un peu les kilo-octets, les kilobits par seconde, ça avançait pas très vite à l'époque sur Internet. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur les visages qui n'existent pas, ouais. C'est du deep learning? Oui, c'est une technologie très récente, assez récente de deep learning qui combine d'autres aspects qu'on appelle les réseaux de neurones adversariaux génératifs. Bon, on a plein de travail, vous nous allez raconter tout ça. Imaginez qu'on est un peu neuneux et qu'on ne comprend pas grand-chose. Alors, vous dites, ça a commencé 2012-2015, le machine learning. Alors, ça commençait bien avant, mais c'est vraiment en 2012-2015, dans cette période-là, que ça a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'en 2012, en tout cas dans le monde de la recherche, et même dans le monde d'entreprise, on ne parlait pas tellement d'intelligence artificielle, ça ne faisait pas des trucs incroyables. Et moi, j'avais tendance à être assez sceptique par rapport à tout ça. Et puis ça a explosé avec notamment cette utilisation du machine learning qui a permis un nombre d'applications absolument ahurissant aujourd'hui. C'est vraiment stupéfiant. Quel exemple? Exemple, vous disiez tout à l'heure, le chat. Oui, donc on peut prendre un exemple très simple pour illustrer le machine learning. En fait, le machine learning, c'est juste une façon de faire des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est ce qu'on lance sur nos ordinateurs et qui suivent juste des procédures, qui suivent juste des instructions étape par étape. Les instructions, c'est si tu vois ça, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ça. Exactement. C'est Yves Gotou, hein. Recette de cuisine. Recette de cuisine. Exactement. Et pendant longtemps, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait, on disait vraiment à la machine ce qu'elle devait faire. On écrivait explicitement la recette de cuisine. Voilà, pour reconnaître un chat, il faut que tu regardes telle couleur de tel pixel, que tu fais telle couleur de pixel, tu fais une addition. Enfin, c'est vraiment pas à pas, et ça marchait pas très bien. C'était assez compliqué. Et l'idée du machine learning, et le truc qui a vraiment explosé à partir de 2012, on va dire, c'est l'idée de faire en sorte que l'algorithme apprenne de lui-même la liste d'instructions qu'il doit suivre. C'est assez stupéfiant quand on y pense. Alors, sur le chat, on donne plein de photos de chats. Oui, donc une façon de faire, c'est raisonner par exemple. Donc, au lieu d'avoir une liste d'instructions directement, on dit voilà plein d'exemples et on dit à l'algorithme démerde-toi, essaie de trouver ce qui fait qu'il y ait un chat ou qu'il n'y ait pas un chat. J'aime bien, alors, je rappelle quand même que ce jeune garçon a fait Polytechnique. Ensuite, une thèse à l'Université de Montréal sur mathématiques appliquées, on est dans le foufou. Et ensuite, le MIT. Et il est actuellement professeur à l'EPFSL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, je ne suis pas tout à fait professeur, je suis vulgarisateur. Vulgarisateur. Mais donc, attendez, on parle comme ça, démerde-toi. Alors, c'est bien, on parle français normal. Ça aide à comprendre vraiment l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, on essayait vraiment d'accompagner l'ordinateur. Enfin, plus qu'accompagner, on le prenait par la main et on lui disait exactement ce qu'il devait faire. Ouais. Là, c'est un peu plus, voilà, plein de données, dis-moi ce que tu peux faire avec ces données. Et donc, c'est l'ordinateur lui-même, la machine, qui a appris elle-même à reconnaître un chat. Et dans notre cas précis, c'était en fait, à partir du moment où il a des moustaches, ce qui n'est pas le cas de tous les félins, il a un petit museau triangulaire et les oreilles pointues. Là, c'est un chat. Du coup, il ne le confond pas avec le lionceau. Alors, ouais, du coup, et ce qui est assez monstrueux, c'est qu'il apprend tout ça de lui-même. Il a trouvé tout seul. En fait, on donne à cet algorithme plein d'images de chats, plein d'images de pas chats. L'algorithme essaie de voir qu'est-ce qui fait que telle image est dans telle catégorie ou dans telle autre catégorie. Et il va explorer plein de façons de faire, Et en fait, le fait qu'on ait beaucoup de données, c'est vraiment un des trucs qui a vraiment bouleversé la recherche en intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir énormément de données. Avec beaucoup de données, l'algorithme a fini par comprendre que avoir telle forme de museau, telle moustache. Il fallait beaucoup de photos de chats, et comme tous les exemples tout à l'heure, il fallait beaucoup de photos de gens, 70 000 portraits. C'est ça. Alors, application pratique. Recommandation quand je suis sur Google? Alors, la plus grosse application aujourd'hui, celle qui fait des milliards de dollars, c'est les recommandations sur Internet. Donc, si vous réfléchissez, les très gros, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple peut-être un peu moins, mais voilà, toutes ces entreprises vivent vraiment de la recommandation sur Internet. Être capable de donner à tel utilisateur le truc que l'utilisateur veut regarder, veut cliquer. Il me connaît. Alors, ils ne vous connaissent pas, je ne sais pas à quel point ils vous connaissent, mais probablement ils vous connaissent plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez un compte Google, un compte YouTube, un compte Facebook, un compte Twitter. En fait, à travers ces différentes plateformes, on donne énormément de nos données personnelles. Et en particulier, à la place de chat et pas chat, le truc que tous ces systèmes de recommandation
en tout cas un des trucs que ces systèmes de recommandation regardent à longueur de journée, c'est est-ce que la personne a cliqué ou est-ce qu'elle n'a pas cliqué. C'est vraiment clic, pas clic, clic, pas clic. Et ces intelligences artificielles, ces algorithmes ont énormément de données et ça vraiment, là vous avez cliqué, là vous n'avez pas cliqué, ils sont même capables de savoir, là vous avez regardé cette vidéo, enfin, vous savez quand vous scrollez sur Facebook, de temps en temps vous restez sur une vidéo. Tiens, celle-là, elle est restée plus longtemps, ça l'intéresse. Et ça Facebook le sait. Enfin, Facebook. Et comme sur la photo, il y a un chat, parce qu'il a reconnu le chat, il dit tiens, il a l'air de s'intéresser au chat. Exactement. C'est le genre de choses. À chaque fois que je lui montre une image de chat, il clique ou il reste un peu plus longtemps. Et du coup, je vais avoir la pub pour les pet food. De la publicité, en tout cas d'abord des recommandations et après peut-être de la publicité. Alors, autre exemple, parce que là, il est assez connu, la santé. Ouais, donc en santé, il y a des exemples. Deep learning, le machine learning, pardon. Ouais, donc il y a des applications assez stupéfiantes et qui sont vraiment très excitantes par rapport au machine learning. Donc par exemple, il y a Stanford qui a fait pas mal d'études, l'université de Stanford, qui a construit un algorithme capable de détecter les cancers de la peau à partir de photos. Et ça serait un changement assez énorme parce que le diagnostic de cancer de la peau, c'est quelque chose d'assez compliqué et puis il faut voir un spécialiste d'habitude. Là, il suffirait de prendre une photo pour savoir si on a un cancer de la peau, ce qui permettrait d'avoir des diagnostics beaucoup plus précoces, de sauver beaucoup plus en qualité de vie et en quantité de vie également, et qui permettrait également de réduire les coûts de prise en charge par la société des personnes. Aussi bien, si ce n'est mieux, qu'un dermatologue. Aussi bien, si ce n'est mieux qu'un dermatologue et surtout directement avec juste un téléphone. Avec un smartphone. Parce qu'il a eu accès à des tas de dossiers, de photos, de peaux, de gens qui ont des pépins après ou qui n'ont pas eu de pépins. Il est capable de dire tiens. Exactement. C'est vraiment le cadre du machine learning qui marche à merveille aujourd'hui. C'est lorsqu'on a une liste de données, on dit là il y a cancer, là il n'y a pas cancer. C'est comme chat, pas chat, clic, pas clic. Alors c'était la première étape, machine learning, que Turing d'ailleurs déjà il y a très très longtemps appelait learning machine. D'ailleurs. Alors avant de parler au stade supérieur, le deep learning, est-ce que vous, dans votre vie ou dans vos métiers, vous avez déjà eu affaire au deep learning ou utilisez déjà le deep learning? Alors moi, je ne l'utilise pas. Non. Mais bien évidemment, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, j'en vois effectivement les effets. Alors, une question qui revient souvent pour les PME, les ETI, est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une énorme base de données pour faire du deep learning agrégé pour mon entreprise ou pour mon activité? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de monde, comme les milliards de données qu'a Google, les milliards de données que s'est procuré Watson d'IBM, enfin les millions de dossiers médicaux? Est-ce que je peux le faire à ma petite échelle? Alors ça dépend des applications, mais par exemple, il y a des applications qui partent, par exemple, si on a envie, enfin une des grandes applications, par exemple, c'est le ciblage. Donc essayer de proposer à telle personne le produit qui l'intéresse. Et une des façons de comprendre un peu ce que les gens aiment ou veulent, c'est de regarder par exemple les images qu'ils vont liker sur Instagram. Et du coup, la capacité d'avoir d'analyse d'images automatisée sur Instagram peut être quelque chose d'utile. Je suis d'une petite entreprise, j'ai les noms de mes clients. Je peux demander à une entreprise extérieure, faites-moi une enquête approfondie sur Émile Dugenou, qui est un client à moi, de savoir ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime les chats? Alors ça dépend des marchés. Ça peut se faire ça peut se faire à plus ou moins faible coût. Après, il faut souvent un peu d'expertise quand même en interne pour pouvoir développer ce genre de produit. Mais c'est pas impossible en tout cas. Enfin, je finirai par savoir si vous aimez les chats. Alors, on passe au deuxième étage de la fusée, encore plus récent, de 2012, 2015, le deep learning, l'apprentissage profond en français. C'est quoi? Donc c'est un cas particulier du machine learning et c'est vraiment le truc qui a fait que le machine learning s'est mis à marcher de façon spectaculaire. Donc c'est une façon en fait de dire à un algorithme d'apprendre. On peut imaginer qu'il y a plein de façons d'apprendre. Oui. Et l'idée du deep learning en particulier, ça repose sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Aïe. Ouais, donc... Là, on va encore. On n'a pas 3 heures devant nous. Ouais, on va faire... Juste pour vous prévenir, c'est que ce jeune garçon formidable, Len Nguyen Wang, a une télévision formidable qui s'appelle Science for All. Je vous la conseille vraiment, c'est Science, for avec un 4 et All de A2L, et il est matheux. Et si vous voulez savoir que ça peut être extrêmement compliqué, mathématique, vous verrez certains de ces épisodes, je n'y comprends absolument rien, mais rien du tout. Alors, on essaye de ne pas être matheux, on parle français,
C'est quoi le réseau de neurones? Donc, un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. Bon, mais moi j'ai combien de neurones dans ma tête? Alors, un humain, souvent, alors je ne sais pas vous exactement, Mais enfin, en moyenne. un humain a souvent autour de 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones, pas mal. C'est 10 puissance 11. 10 puissance 11. Et on a à peu près, le chiffre qui intéresse un peu plus les informaticiens, c'est souvent plus le nombre de connexions entre les neurones, qu'on appelle des synapses. Et il est souvent de l'ordre de 10 puissance 14 ou 10 puissance 15, donc c'est millions de milliards. Millions de milliards. C'est beaucoup. Donc, aucun ordinateur n'est capable d'avoir 1 million de milliards de transistors. Alors, ou de faire 1 million de milliards d'opérations. Enfin, Alors, c'est des ordres de grandeur qui sont vraiment un peu à la limite aujourd'hui. Si on prend vraiment des énormes centres de données, tout ça, peut-être qu'on peut arriver à peu près à ça. Mais ce n'est pas tellement ce qui est fait en fait, dans un réseau de neurones artificiel. En fait, on va simuler les neurones. On n'a pas des vrais neurones, on a des neurones qui sont simulés. En fait, on simule la façon dont travaillent les neurones. C'est ça. On imagine des entités virtuelles, des neurones, et qui sont connectés les unes avec les autres. D'accord. Et qui sont connectés, pas tout le temps, quand ils le veulent, quand ils ont une information intéressante, suffisante. Alors, il y a une structure qui peut être préprogrammée souvent. Donc, on va dire, tel neurone, je vais toujours le connecter à celui-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il faut ajuster ces connexions entre les neurones. Enfin, c'est tout en fait le jeu de l'apprentissage du réseau de neurones. En fait, ce qu'il va faire, c'est au fur et à mesure, c'est savoir comment mieux connecter ces neurones les uns avec les autres. Et on comprend comment ça marche? Il paraît que quelquefois, on ne sait même pas comment il a décidé. Ouais, alors c'est justement très compliqué parce que c'est un peu ce qu'on dit à quelqu'un de se démerder, excusez-moi l'expression. Il fait un truc et on ne sait pas trop comment il y est arrivé, on voit le résultat. Donc comme on ne prend pas par la main, on sait un peu moins ce qu'il a fait pour y arriver. D'accord. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui de savoir comment comprendre ces réseaux de neurones, comment interpréter les calculs qu'ils font. Mais il y a pas mal de pistes qui sont très fascinantes pour y arriver. Typiquement, on peut traiter un réseau de neurones artificiel comme on étudie un réseau de neurones humains, c'est-à-dire on peut faire des espèces de IRM, c'est-à-dire voir un peu… Un IRM. C'est un IRM. Un IRM de mon ordinateur. C'est un peu ça. Alors, voir où est consommer l'énergie. Typiquement, en fait, tout ordinateur a déjà plein de systèmes en interne pour se monitorer, pour savoir qu'est-ce qui consomme d'énergie et tout ça. Et donc là, on peut aussi avoir un algorithme qui étudie en particulier ce que fait le réseau de neurones. Et en particulier, il y a un truc qui est assez cool, qui a été étudié sur les algorithmes, sur les réseaux de neurones qui ont identifié un chat, par exemple. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que, d'après ce réseau de neurones, il y a un chat dans cette image? Oui. Et en fait, on peut observer, étudier certains aspects. On peut, par exemple, essayer de retirer, par exemple, les moustaches d'un chat et de voir si ça change les neurones qui vont s'activer. Et ce qu'on a observé, c'est que très souvent, on voit des neurones qui s'activent, en gros, si et seulement si il y a des moustaches. Et ça permet d'identifier, de se dire, ce neurone-là, il a l'air d'encoder la moustache du chat. Ce neurone, il aime bien les chats. Ouais. Comme dans ma tête, un chat, c'est ça? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un chat, regarde là-bas, alors qu'elle ne le fait pas. C'est ça l'idée? Il y a des observations des neurosciences qui vont également dans ce sens dans le cerveau humain. Il y a des zones du cerveau où parfois même ils arrivent à identifier certains neurones en particulier qui s'activent si et seulement si on pense à un chat. Bon, vous trouvez ça génial, vous êtes en plein dedans, vous suivez cette actualité à fond la caisse, 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a des moments où ça vous fait peur? Alors oui, il y a des raisons d'avoir des inquiétudes, on va dire. Allons-y, faites-nous peur. Donc il y a beaucoup de sujets de recherche assez intéressants. Donc par exemple, un des sujets importants, c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Donc par exemple, il y a des intelligences artificielles qui sont entraînées à lire du texte. Et donc elles lisent énormément de texte et elles étudient des régularités statistiques dans les mots du texte. Et grâce à ça, elles arrivent à faire des opérations de sémantique. C'est des trucs vraiment époustouflants. On ne pensait pas du tout, moi, quand j'ai lu ça, et même les chercheurs qui ont publié ça, ils étaient un peu Générateur de texte. Alors, pas exactement ça dont je parle, c'est-à-dire que c'est des réseaux de neurones qui sont capables de faire des opérations sur des mots. Donc, par exemple, vous pouvez demander à cette intelligence artificielle qu'est-ce que fait roi moins homme plus femme. Donc, roi moins homme plus femme, on a envie de dire reine. Oui. Et l'intelligence artificielle est d'accord avec nous, c'est assez surprenant. Donc en fait, elle fait ce genre d'opération, Paris est à la France ce que Rome est à l'Italie, tout va bien. Mais il y a aussi des biais algorithmiques dans le sens où on a essayé de demander à cette intelligence artificielle qu'est-ce que fait docteur moins homme plus femme. Et là, l'intelligence artificielle a répondu infirmière.
Oui. Ce qui est pas cool. Et il faut bien voir que là typiquement, on l'a laissé se démerder avec le texte, là, oui. Et elle a appris des choses du texte. Donc on l'a pas suivi. C'est pas le programmeur qui s'est dit j'ai envie de programmer ça. C'est dans les données, et souvent c'est des textes anciens. Voilà, dans les textes anciens, quand on parle de médecine, on parle de médecins et d'infirmières, ou de docteurs et d'infirmières. Et l'intelligence artificielle s'est dit, du coup, l'équivalent féminin est l'infirmière. Et ça pose des vrais problèmes, parce que si on imagine cette intelligence artificielle discuter avec un enfant, avec un garçon ou une fille, le garçon et la fille disent « Oh, on aimerait faire des études de médecine plus tard, qu'est-ce qu'on peut devenir ?» Cette intelligence artificielle répondrait docteur au garçon et infirmière à la fille. Donc ça, c'est un des gros problèmes, et c'est très difficile à éviter. Parce que, alors là, dans ce cas, on aurait pu anticiper et se dire, c'est vrai qu'il risque d'avoir ce genre de biais dans les textes qu'on donne à l'IA, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles traitent des quantités vraiment monstrueuses de données. Elles lisent tout Wikipédia. Moi, je ne peux pas vérifier tout ce qui se passe sur Wikipédia, c'est énorme. Mais souvent, elles ont des milliards de données, des gigaoctets et tout ça. Et rien que contrôler les données, en gros, c'est infaisable. Contrôler l'intelligence artificielle elle-même, c'est souvent aussi très compliqué parce que si elles ont 1 milliard de synapses, c'est-à-dire qu'elles font des gigaoctets en termes de taille. 1 mégaoctet, c'est un livre. Donc 1 gigaoctet, c'est 1000 livres. Moi, j'ai du mal à lire un livre quand il est mal écrit, parce que là, il faut imaginer, c'est des livres pas bien écrits. Oui, pas très érotiques. C'est pas glamour. C'est pas glamour. Alors, lire 1000 livres pas glamour, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est un vrai problème de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut contrôler ces biais algorithmiques et les retirer. Alors, deuxième patch de pub, dans Science for All, avec 4 A2L pour For All, il y a encore, sur les biais algorithmiques par exemple, des trucs très intéressants, et ça va chaque fois d'une façon très pointue. Question, est-ce qu'il faut être matheux pour faire deep learning Parce que vous, je vous rappelle que c'est l'X quand même, et vous aimez les maths, vous adorez ça. Ouais, dans vos vidéos, il adore ça, c'est presque, il est monomaniaque. Il fait peur, vous faites peur quelquefois, je voulais vous le dire. Oui, non mais quand je suis désolé, mais c'est tellement beau. Il trouve ça beau. C'est une vraie élégance, mais il faut être un petit peu habitué, bercé un petit peu dans tout ça, et essayer de trouver la beauté qui est dedans aussi. Est-ce qu'il faut être matheux pour faire du deep learning ou pour utiliser en tout cas les machines, les ordinateurs? Alors, ça reste utile. C'est souvent les meilleurs. Si vous voulez vraiment vous intéresser vraiment au domaine, j'encourage vivement les gens à vous intéresser aux mathématiques. Et ça fait peur de prime abord, mais on n'est pas obligé de commencer par les trucs qui font peur. Il y a vraiment de quoi apprécier les mathématiques petit à petit, à tout âge, à tout niveau. Et du coup, j'aurais tendance à encourager tous les gens à s'intéresser aux mathématiques. Les mathématiques sont très belles. Alors peut-être que ma chaîne, c'est peut-être pas l'endroit le plus simple. Il y a d'autres vidéastes, par exemple sur YouTube, qui font des vidéos excellentes pour s'initier aux mathématiques. Oui. Notamment par exemple Mickaël Launay. Mais pour aller assez loin dans la compréhension du deep learning, ça reste utile. Après, ce n'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien essayer de voir tous ces algorithmes comme des outils. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils open source pour essayer d'appliquer ça. Et il y a beaucoup d'efforts pour rendre ça accessible à des gens qui ne seraient pas mathématiciens. Alors là, il faut quand même maîtriser un peu l'informatique. Alors, parlons de ces logiciels open source. Ouais. Prenons par exemple celui de Google, TensorFlow, ils sont en libre accès. Ouais. Est-ce que demain matin, une entreprise de taille intermédiaire, un gamin un peu doué, une petite entreprise, une start-up, peut s'en servir? Est-ce que demain, ça peut devenir des outils grand public? Comme aujourd'hui les traitements de texte. À l'époque, c'était un truc faramineux. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez des expériences. Moi, j'ai rencontré des startups qui s'appuient sur TensorFlow. Alors, souvent, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu. Enfin, il faut apprendre un petit peu à utiliser ces outils. Oui. Ça ne vient pas non plus tout seul. Donc, il y a un peu d'auto-formation à faire. Mais une fois qu'on a fait cette auto-formation, il est possible d'utiliser ces outils pour améliorer le service, typiquement dans la recommandation service client. Dans la start-up, vous m'arrêtez. En général, il y a un inventeur, ingénieur, un financier et un marketeur. Oui. D'ailleurs, à la fin, c'est le marketeur qui gagne. Est-ce qu'il faut maintenant avoir un inventeur, un informaticien et un financier ou un marketeur? Et toujours un CTO. Ou un data scientist? Un data scientist, oui. Oui. Oui, de plus en plus.
Pour moi, oui. Moi, mon premier associé, c'est Julien Lecoeur, que tu connais peut-être, qui est à l'EPFL, qui vient de passer sa thèse de doctorat en robotique. Donc, voilà. Et c'est important. Ça ne fait pas un entrepreneur. Non, ça ne fait pas un entrepreneur, mais par contre, ça fait quelqu'un de très pertinent sur le traitement de la donnée en particulier. Et dans notre projet, c'est très important. Vraiment, on peut s'en passer aujourd'hui? Oui. Bah, ça dépend de l'activité. Oui. Ça dépend de l'activité, oui. Mais sur plein, je pense qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle, tous ces outils sont encore récents, encore nouveaux, et il y a encore besoin de beaucoup de travail pour essayer de trouver toutes les applications, et notamment, j'ai cité la santé, mais il y a plein d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité, dans le domaine de l'assurance par exemple, dans le domaine du marketing, de la banque. C'est les applications les plus directes, mais après, comme toutes les entreprises sont en train d'être transformées digitalement et que le digital s'impose partout, il a fort à parier qu'effectivement il y aura des data analystes prochainement partout. Ouais. Et typiquement dans le monde de la santé, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de gens qui prennent ces outils et qui les adaptent au cas par cas, parce que on parle de sauver des vies, c'est quand même c'est noble, j'aime bien. Oui. Et pour l'intimité et pour l'anonymat, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a des problèmes d'éthique que vous... Je sais que vous en avez soulevé dans Science for All, 3e page de pub. Je sais que vous les avez soulevés. Vous, ça vous concerne directement? Vous avez 31 ans, vous arrivez dans un monde ouf, où on va tous se noter, se viser, se superviser, se reconnaître, s'analyser, s'enregistrer dans des mémoires infinies. Est-ce que vous avez, alors pour parler français, les jetons? Il y a quand même des trucs qui sont... faut faire attention, on va dire, au moins. Donc, typiquement, typiquement, le séquençage de l'ADN, c'est une opportunité énorme. Formidable. C'est quelque chose qui peut permettre d'anticiper les maladies qu'on va avoir, s'y préparer, les éviter et avoir une réduction de coûts et une amélioration de la santé publique absolument énorme. Ça représente aussi un danger, beaucoup de risques potentiels. Aujourd'hui, les données médicales ont plus de valeur sur Internet, dans les marchés de dark web, là, les trucs pas légaux, ça a plus de valeur que les données financières. Parce que, notamment aux États-Unis, les assurances sont très intéressées par ce genre de données et d'anticiper les maladies des uns et des autres. Donc là, typiquement sur l'ADN, et sur l'ADN, il y a des trucs très indirects. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je me fais séquencer mon génome, en fait, et que ça devient public, ou une partie de mon génome devient public, je révèle des informations sur toute ma famille. Oui. Donc je mets en danger toute ma famille, tous mes proches. Et vos origines suédoises? Et mes origines suédoises, il faut un peu secret. Fallait pas le dire, je suis désolé. Non, j'ai lu votre génome, excusez-moi. Non, on va s'amuser là-dessus. Merci les Nuits d'avoir été notre invité dans un programme très très chargé, parce que je rappelle toutes vos activités, plus la télé, rappelez-moi le titre déjà. Science for All. À charge de revanche. Nous sommes là pour la même cause. Je rappelle que vous êtes X, polytechnicien, donc MIT, Boston, et actuellement le Polytechnique fédéral de Lausanne. Joli truc. On vous retrouve très bientôt.